Il doit afficher quelque part un truc comme Ouais, quoi l'enregistrement est lancé. Vous le voyez, vous? ouais. Ouais. Bon, bah alors on va dire que ça, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que ça tourne. Ah oui, arrêtez l'enregistrement, donc c'est actif. Avant, j'avais une petite notification qui venait sur mon écran, mais c'est marrant, j'ai organisé l'appel, mais je le vois pas. Donc au moins l'enregistrement tourne. Je dirais, on va se lancer comme ça, si ça convient pour chacun d'entre vous. Pour se lancer, on se retrouve. Vous vous souvenez de la date à la dernière fois où on s'est rencontrés, mine de rien, parce que le temps passe? C'était en juin. Ouais, le 25. Le temps passe Ouais. vite, hein. Puis alors, Ouais. les mauvaises langues vont dire c'est le 4e entretien, mais on en a eu 3 en tant que conférence. C'est pas bon signe quand Canal 29 décide de faire l'entretien. Moi, je sais qu'il va falloir organiser les choses un peu autrement. Alors, au niveau des participants, on va le donner par ordre alphabétique. On a ENG Sound qui est présent. Il lève la main, comme ça on le voit. Ouh. On a Je dis ce que je veux, André. On a les collectionnateurs. Présent. Il est tout seul, Cyril. Alan, il faudra une fois qu'on arrive à le coincer pour l'avoir dans un entretien. Je dirais. Et puis, on a Musique Antique qui est parmi nous et qui n'est pas non plus dans son milieu habituel, m'a-t-il dit. Non, je m'occupe de ma vieille mère aujourd'hui. Ah ben ça va lui faire plaisir. Voilà, non, Ma vieille mère tout de suite, franchement. Et après, ça devient comme ça. Je suis pas dans mon élément, dans mon décor d'habitude. Je suis avec ma maman. Voilà. C'est très agréable en plus comme décor, je veux dire. Je confine avec ma maman. J'aime beaucoup la petite lampe que tu as derrière toi là. Sur la cheminée. Ça, c'est sympa comme tout ça. Oui, va pas tout casser. Est-ce que vous faire un coucou, maman? Regardez comme elle est belle, cette lampe. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Bon, ma mère, comme elle est en pyjama avec un mégot et tout, un clopo. Une bonne vieille cigarette Maïs, ça dure plus longtemps. Bernard, c'est normal que l'étagère derrière toi, elle est traviole. Comment, pardon? Oui, c'est à cause du poids des bouteilles. Oui. D'accord, elle est complètement foncée. Oui. Limite, elle pète. Ben, ça va arriver dans peu de temps. C'est pour ça qu'ils m'ont dit, faut pas que je m'éternise en télévision, faut que tu prennes ta retraite rapidos parce qu'il y a un tas de... Alors, la première question que j'avais envie de vous poser, paradoxalement, parce qu'on est quand même là pour essayer de parler musique d'une manière générale et peut-être vinyle en particulier, mais c'était, vu la situation actuelle, et comme vous êtes concerné en tant que youtubeur, est-ce que vous avez constaté des petits soucis avec vos fournisseurs d'accès lorsque vous devez transférer des fichiers pour les mettre en ligne sur vos pages respectives, ou est-ce qu'il n'y a pas plus de différence actuellement que ce que vous avez dans une situation dite normale? Alors, c'est pas une question sur laquelle on va s'étendre, mais c'était juste pour essayer de faire un petit constat technique. Nous, de notre côté, on a eu passablement de gens qui sont comme vous, qui ont des pages et qui nous ont fait remarquer que actuellement, ça coupe assez facilement, ou le temps d'envoi sur les plateformes est quand même plus lent que ce que l'on a l'habitude de constater, qu'on soit en Wi-Fi, en mobile ou avec une liaison fixe. Alors, le retour pour chacun d'entre vous, je vous laisse y aller. Qui est-ce qui se jette? Allez, André. Allez, lui. Allons-y. Cyril. Vas-y, Cyril, c'est porté volontaire. Merci. Pour moi, il n'y a aucun changement. Ça change. J'ai aucun problème avec ma connexion. D'accord. André? Moi, si, ça s'est ralenti et même quand je regarde des vidéos sur YouTube, ça coupe par moment carrément. Ouais. Et pourtant, je suis câblé, hein, donc ça devrait être rapide. Ouais, c'est ça. C'est ça. Nous, on l'a constaté sur le côté genevois, évidemment. Hein. Comme vous êtes du côté français, mais techniquement, les opérateurs ont à peu près les mêmes modes de fonctionnement. Donc ici, on a comparé entre une liaison câble, ce qui fournit logiquement les programmes de télévision, et la liaison cuivre traditionnelle. Mais dans les deux cas, on est sur des débits qui ont baissé actuellement. ENG? Moi, j'ai trouvé que ces derniers temps, j'ai posté 2 vidéos. Donc, j'en ai posté une récemment, là, vous avez vu.
Ça a mis un peu plus de temps que d'habitude. D'habitude, je mets quoi, 20 minutes pour le faire. Et puis là, ça a mis quand même, allez, on va dire 45 minutes. Ouais. Donc voilà, là, tout à l'heure, j'ai posté une vidéo pareil. Ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. C'est une vidéo qui dure quoi, 10 minutes, 12 minutes. Et ça a mis bien 20 minutes pour que ça parte. Alors que d'habitude, en espace de même pas un quart d'heure, même pas 10 minutes, c'est pour une. Tout dépend maintenant de la longueur de la vidéo. Oui, mais bien sûr. C'est parti, mais ça a mis 20 minutes quand même. Alors que d'habitude, pour 10 minutes comme ça met quoi, 5 minutes pour y aller, quoi. Non, Laurent, oui. J'ai la fibre, donc tu vois, donc. Ah oui, en plus, d'accord. Ouais, j'ai la fibre, c'est ça. Je voulais préciser quand même. Voilà, j'ai la fibre et puis du coup, ça a mis un peu plus de temps. Mais après, voilà, mais c'est juste, mais disons que la qualité de la vidéo elle-même, elle est quand même bonne, quoi, en général. Oui, de toute façon, il y a un bout où on ne peut pas contrôler sur les plateformes. Ils ont leur propre système de compression. Laurent? Ben moi, j'ai la fibre, mais que paternelle. Alors, je sais pas trop. Non, en fait, moi, j'ai pas. En fait, c'est la technique et tout ça, c'est pas quelque chose que je connais bien, que je maîtrise. Donc, j'ai pas vu de changement par rapport à d'habitude. Donc, je peux pas être catégorique. Mais pour moi, ça change rien dans mon quotidien, ni en regardant des vidéos sur YouTube, ni en les uploadant ou en voilà. J'ai pas vu de différence. Alors, une question qu'on nous avait posée, parce que dans les précédents entretiens, on a essayé d'être assez large dans l'éventail, et puis ça fait toujours l'effet domino, c'est-à-dire qu'en répondant à une question, les gens, dans les commentaires des vidéos que l'on poste, enchaînent avec un autre élément. Et comme vous êtes tous on va dire, de gros processeurs de musique, et collectionneurs aussi peut-être par la même occasion, aujourd'hui, comment vous la gérez, cette collection? C'est-à-dire, c'est une pièce à part dans l'appartement ou dans la maison? Derrière André, c'est un fond vert, hein, c'est pas sa collection, hein, il ment. Oui, mais non, mais ça, on le sait parce qu'en plus, tu vois, ça brille, c'est pas net, quoi. Ou alors, il y a un gros boulot d'éclairage. Je sais chez lui, je sais ce qu'il a, hein, donc connaissance de cause. Donc, en fait, cette collection, ou bien tous les supports que vous possédez, vous avez une pièce qui est dédiée, ou bien quelque part, ça doit s'inscrire dans le cadre d'une des pièces de vie de votre environnement avec la famille. Et puis, alors, évidemment, comment réagit le compagnon ou la compagne en disant c'est bien gentil, mais moi, je collectionne les bouquins, toi, les vinyles. Il va un jour falloir faire un choix parce qu'on est tous un petit peu compulsifs quelque part. Je vois déjà les gros yeux d'André qui fait. Je vais peut-être aller vérifier si la porte est fermée, si ma compagne n'entend rien, et après j'aurai mes propos. André, je sais où est ma compagne, donc ça va. Ma collection de disques est derrière moi, je suis pas en danger. Non, moi j'ai eu la consigne d'avoir tout dans une pièce. D'accord. Et que en théorie, ça ne doit pas sortir de cette pièce. En pratique, la platine elle est dans le salon, donc j'ai toujours quelques disques dans le salon, à peu près 100, voilà, dans le salon. Quelques-uns, hein, on est d'accord. Tout à fait. Censé être derrière moi et j'ai déjà eu la consigne que lorsque ça s'est rempli, soit je fais du tri, soit j'en achète plus. Oula. Ah ouais. Ah ouais. Oula. Ah, mais j'ai tout un mur là derrière moi, donc enfin, ça ne doit pas sortir de la pièce, ou alors je sais pas, je trouve un autre système pour. Mais ça, c'est ta pièce avec les vinyles. Tu en as une autre où tu as mis les CD. Les CD sont dans le salon avec les DVD, ouais. Tu vois, il s'étale, mine de rien, quand même. Quand il dit non, tout est confiné. Cyril, il y a un minimum quand même. Hein. Tout à fait. Cyril, toi, tu fais comment? Tu arrives à avoir tout au même endroit ou bien c'est un petit peu disparate? Non, j'arrive à tout mettre dans le même endroit. Alors, c'est dans la pièce qui est là, vous voyez le mur, c'est juste derrière ce mur. Et comme je suis seul dans mon appart, tant mieux. Il n'y a personne pour vulgairement dire de me faire chier. Donc, il n'y a aucune gonzesse qui va venir m'emmerder par rapport à ça. Et puis, même si c'était le cas, je lui ferais comprendre que bon, ma passion, elle passe peut-être pas avant elle, mais elle est importante quand même. Mais non, j'arrive à très bien ranger dans des casiers, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'est un vrai discours de célibataire. Ça, nous, on a dû abandonner ce genre d'argument depuis très longtemps. Laurent, toi, tu fais comment à la maison? Tout est recentré? Un peu comme Cyril, en fait. Moi, les compagnes qui passent par ma maison, en fait, elles n'ont rien à dire. En fait, c'est chez moi, donc
Voilà. Et puis le vinyle, je considère que c'est quelque chose à vivre. Donc fatalement, c'est dans une pièce à vivre. Donc moi, mes vinyles, ils sont dans mon salon, voilà. Après aussi, il faut voir aussi la différence entre peut-être André et d'autres, parce que André, il a vraiment quand même un volume assez important. Moi, des vinyles, j'en ai eu jusqu'à 3000 à peu près. En ce moment, j'en ai 1500, quelque chose comme ça. Donc ça prend un expédite 4x4, quoi. Donc c'est pas non plus une pièce entière. Oui. Et puis moi, je considère aussi que c'est un objet de collection, mais aussi de décoration. Donc, alors même si ça a du volume, mais c'est quand même un objet avant tout de décoration pour moi. C'est un objet qui est un patrimoine et qui a une valeur de décoration et affective. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit ailleurs que dans une pièce où on peut le montrer. C'est quelque chose qu'on montre aussi. Donc, pour moi, c'est... puis je suis bibliothécaire. Donc fatalement, moi, tu m'enlèves mes bouquins, mes CD, mes vinyles, mes DVD, et c'est comme si j'étais tout nu, tu vois. Et donc voilà, donc pour moi, ça fait partie de mon quotidien, ça doit être dans mon quotidien, et mon quotidien, c'est mon salon, c'est voilà. Donc j'en ai un peu partout, hein, j'avoue, hein, des objets culturels, mais c'est dans mon salon. Et si jamais une personne vient me dire, bah non, on devrait les mettre ailleurs, je ne sais pas comment je réagirais. Mais je crois que ça voudrait dire que c'est pas une personne qui m'aime quelque part, de dire bah tu mets ça ailleurs parce que c'est secondaire, quoi. Non, pour moi c'est aussi important, ça fait partie de ma vie et de mon décor, donc il n'y a pas de raison que ça bouge. Alors, le côté bibliothécaire, on y reviendra parce que j'ai finalement une question qui fait un petit peu la suite sur est-ce que c'est dans une pièce à vivre et puis la quantité que vous pouvez posséder de supports. Mais on va peut-être terminer sur la question. ONG, toi, tu as un cahier des charges pour quelqu'un qui passe à la maison, qui te dit ça prend de la place, t'es zinzin, là? Oui, en fait, c'est surtout mes amis et ma famille qui me disent ça, étant célibataire, donc j'ai pas de compte à rendre à personne. Et même Est-ce que justement, il n'y a pas quelque chose à remarquer, c'est que une passion comme ça, on est tous célibataires, un truc à regarder. Pas vrai. Et en fait, même si on me, moi j'ai tout ça dans mon salon en fait. Il faut que ça vive aussi. Donc j'aime bien partager. Et puis les gens ils aiment bien quand ils viennent chez moi découvrir un petit peu des vinyles et puis surtout le support et puis la musique qu'il y a derrière. Ça fait un petit peu réveiller leur enfance quelque part. Donc, ouais, et puis même le jour où je suis avec quelqu'un et qui me dit, bah écoute, tes vinyles là, ça commence un peu à prendre la tête, ça prend de la place et tout. Je dis, dans ces cas-là, on déménage. Et dans ces cas-là, je fais comme André et me faire une pièce juste pour ça. Alors, le côté bibliothécaire, parce que je pensais, dès qu'on a une collection qui prend un certain volume, je crois qu'on a tous eu un jour cette question de dire, mais ça, je l'ai ou je l'ai pas, ou où est-ce que je l'ai mis? Donc, en fait, le classement. Alors, je sais que Laurent avait fait une vidéo là-dessus. André aussi avait évoqué le problème lors de certaines réalisations. Donc, comment chacun procède? C'est-à-dire, il n'y a pas de classement. Oui, il en existe un. Puis alors, j'ai pris le plus simple, c'est par ordre alphabétique. Où les gens vont plus loin, c'est par thématique musicale. Ou ça va même encore plus loin parce qu'il y a la déformation professionnelle. Et ça, je vais laisser Laurent développer. Et puis, en complément aussi, est-ce qu'un jour, vous vous êtes dit, et peut-être l'avez-vous essayé, vous avez abandonné en cours de route, c'est d'essayer de créer une base de données chez vous sur un PC en se disant, ça, moi, quand je suis à la retraite, c'est le premier truc que je fais. Et en général, on rentre les 50 premiers disques, puis on arrête en disant non, mais c'est un travail de malade, il faut arrêter. Donc, je vais peut-être laisser Laurent commencer à répondre à la question. Oui, ben moi, donc, je suis bibliothécaire et donc c'est mon quotidien de classifier la musique et les livres. Donc, moi, j'ai une méthode qui s'appelle, mais je vous invite à. J'ai fait une vidéo il y a longtemps, mais je vais en refaire une un peu plus complète très bientôt sur ma chaîne. Donc, je vous invite à la regarder quand elle sortira, dans 2048 peut-être, quand je m'y remettrai un peu. Et en fait, moi, j'utilise la MASSI. La MASSI, c'est une méthode de classification pour la musique. Donc, il existe la MASSI et la PCDM4. Donc j'utilise les deux. Et c'est une codification bien particulière. Et ça, je l'utilise dans mon travail. Parce que à mon travail, j'ai 30 000 références. Donc fatalement, il faut que je sache où se trouve le truc quand je le cherche. Il faut que je sache où c'est.
Donc, fatalement, dans 30 000 références, il faut absolument que je me dirige vite sur les choses. Pour ma collection personnelle, déjà, je la vis au quotidien. Et deuxièmement, elle est beaucoup moins importante, puisque j'ai eu jusqu'à 3 000 et maintenant j'en ai 1500 vinyles. Donc là, ma classification, elle est simple. Il y a la musique rock, jazz, etc., qui est en même temps, et le classique qui est à part, et la musique de film qui est à part. Sinon, tout est classé par ordre alphanumérique, donc par ordre alphabétique, quoi. Donc alpha blondie, machin, après les B, les C, etc. Voilà. Par contre, après, je dissocie bien la musique, que ce soit le rock, le rap, le jazz, la musique du monde, etc. C'est dans la même catégorie, puisque je n'ai pas besoin de vraiment trop les spécifier, on va dire. En revanche, la musique de film et la musique classique, j'ai trois lots, on va dire. Voilà. D'accord. Ouais. Et tu as cherché un jour à informatiser ça ou en disant non, ça c'est pour le bureau, à la maison, j'ai besoin de respirer tout en étant avec un minimum d'organisation? Alors, ce que je fais, c'est que systématiquement, quand j'achète un vinyle, je le mets sur la plateforme Discog, que tout le monde doit connaître ici. C'est une plateforme qui te permet d'avoir une bibliothèque de vinyle. Et moi, en fait, je le mets là. Alors, la catégorisation et la façon dont c'est rangé ne me plaît absolument pas. Et je sais qu'après, je peux exporter ces bases de données et après les faire à mon truc. Donc, les retravailler. Je rentre petit à petit parce que quand on a des volumes comme nous, on a plusieurs milliers de vinyles. Et c'est toujours compliqué de prendre. Tu peux pas faire ça en une journée, quoi. C'est plus sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Et en plus, il y en a qui arrivent à chaque fois, tu vois, des nouveaux. Donc il faut toujours mettre à niveau son truc, et c'est long et fastidieux. Tout à fait. Pour l'instant, je le rentre petit à petit. Et donc je fais les A, par exemple, un jour, puis une semaine après, je fais les B, puis une semaine après, je fais la moitié du C, etc. Donc là, pour l'instant, sur ma page Discog, je dois avoir 500, il doit m'en rester encore 1000 ou 2000 à rentrer. Et puis, etc. Mais après, c'est pas. J'ai envie de le faire par souci professionnel, mais en même temps, j'ai aussi envie que ça vive et que voilà, que c'est pas important pour moi en fait. André, comme toi aussi, tu as, on va dire, une collection assez imposante. Comment tu gères tout ça? Alors j'ai commencé à saisir ça quand j'étais étudiant, donc j'avais un peu plus le temps. Et en même temps, ça m'a permis de bien prendre en main l'ordinateur à l'époque. Donc la liste, je l'ai faite il y a bien longtemps. Donc il y a des choses là derrière qui sont référencées depuis bien longtemps. Le classique, par contre, je ne l'ai pas suivi et j'ai essayé de refaire ça il n'y a pas longtemps et c'est vrai que ça prend du temps, quoi. Ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que... Juste un truc, le truc qu'il y a, c'est que nous, la plupart des vinyles que nous possédons n'ont pas de Gencode. Parce qu'on aurait un Gencode, on pourrait faire bip, 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 ça irait hyper vite. Sauf que nous, c'est tout manuel. Donc notre passion, elle est chiante. C'est vrai. On l'adore en même temps. Mais on l'adore. Oui. Mais moi, je trouve que c'est quand même important de saisir ce qu'on a, parce que le nombre de fois où je suis en bourse au disque, où il y a un disque, tu sais pas ou pas. CDC, j'étais super content, je me suis dit tiens, je l'ai enfin chopé, je rentre à la maison, je regarde, je l'avais déjà. Alors je me suis dit, au moins j'étais content 2 fois de l'avoir trouvé, parce que la première fois je devais déjà être content, mais je me suis dit, mais comment tu as pu oublier que tu as chopé ce disque-là alors que tu le voulais, quoi. Mais ça, c'est aussi un peu le problème quand on en a beaucoup. Au bout d'un moment, entre les disques qu'on avait vus un jour et qu'on n'a pas pris, et d'autres qu'on est persuadé d'avoir et qu'on n'a finalement jamais acheté. Donc c'est pour ça que moi j'ai saisi, ouais. Au niveau classification, chez toi, tu fais quoi? Un truc alphabétique tout simple, par styles musicaux Je fais par grands genres musicaux. J'ai tout ce qui est pop rock, c'est un peu, j'ai envie de dire, le fourre-tout. Le blues, rhythm and blues, ça j'ai mis à part. Jazz, j'ai mis à part. Classique, j'ai mis à part. Et après, j'ai fait une section musique de film progressif, entre guillemets, genre l'Evangelis et tout ça, ou les Jean-Michel Jarre, que j'ai mis avec les musiques de film. Voilà. Parce que c'est pas du classique, c'est pas de la pop. Qu'est-ce que j'avais encore comme section? Et après, je crois que j'ai vraiment une section divers où j'ai mis genre musique du monde, les trucs inclassables aussi, les disques, qu'est-ce que la stéréophonie. Il n'y a pas de genre, donc il y a une section divers, quoi. Cyril?
Ben, moi, en fait, jusqu'à il y a un an, je pensais connaître ma collection. Bon, elle est toujours bien rangée chronologiquement. C'est-à-dire que tu prends par exemple Farmer. Farmer, ça sera d'abord tous les albums dans l'ordre chronologique et après tous les maxi 45 et les 45. Pour Jean-Michel Jarre, pour Madame Tokin, pour les bandes originales de films, c'est pareil, tout est classifié par catégorie. Et sur ordinateur, en fait, sur Word, j'ai fait carrément tout un classement parce que il y a un an et demi, je suis allé chez un disquaire et j'ai acheté un support que j'avais déjà. J'avais complètement oublié que je l'avais déjà. Donc là, pour être sûr de savoir, j'ai toujours un listing avec moi pour être sûr que je n'achète pas deux fois la même pièce. Parce que sinon, tu n'as pas l'air con après. Mais dans l'ensemble, Tu as combien de vinyles à peu près? oula, il faudrait que je les compte, mais je dois être, alors, j'en ai beaucoup moins que la plupart d'entre vous. Je dois en avoir peut-être 200. Tu vois. Mais c'est parce que en fait, moi, j'ai ciblé vraiment des artistes, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, Farmer, Jarre, Tokin, là, dernièrement, un peu de Madonna, mais pas tout, quoi. C'est quelques albums, tu vois, comme l'album Music ou American Life, tu vois, cette période-là, tu vois, début 2000, tu vois. Mais je dois en avoir. 33 tours, 45 tours, tu as 200 vinyles. En 33, ça doit faire 200. En 45 tours, je dois en avoir aussi dans les 150, un truc comme ça, tu vois. Mais j'en ai pas autant que vous deux, quoi. Ça, c'est clair que quand je vois mais C'est un fond vert. C'est un fond vert, laisse tomber. Non, mais c'est impressionnant quand même, quoi. Non, mais vous n'avez pas ma folie, c'est tout. Soyez content de ça. Moi, j'essaie de me soigner, j'y arrive pas. Ouais, parce que le truc, c'est vous êtes raisonnable. T'as déjà essayé de compter le nombre de vinyles que t'as, toi, chez toi, André? Je ne sais pas compter jusqu'à autant de ça. Non, écoute, je pense à peu près vers 4033 tours et 4045 tours, à peu près, je pense. À 1000 près. Hein. Ouais, ça fait pas mal. Hein. Ouais, mais j'ai commencé dans les années. Depuis la dernière fois que je t'ai vu, alors, du coup, en vrai. Ouais, j'ai racheté plusieurs lots entre temps, donc. D'accord. Ouais. Puis il y a eu son déménagement, le transport et l'excuse de dire mais tu verras, j'ai plus de place maintenant. Pendant son déménagement, il a dû dire putain, mais j'ai celui-là. Oh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Ah oui. À mon avis. Oui. Et pour toi, le plus surpris, ça a été le déménageur. C'est simple, le déménageur, il voulait pas s'en occuper. Ah, j'imagine. J'ai dû les déménager moi-même. J'ai fait venir 2 déménageurs. Personne ne voulait les prendre parce que c'est lourd. Ils n'avaient pas des caisses adaptées. Bah, eux, ils assurent la marchandise qu'ils transportent. Donc ils ne savent pas où ils mettent les pieds, donc ils ne s'aventurent pas là-dedans. Ouais, donc ils ont dit démerdez-vous. Et c'est à coût de 307 que j'ai dû déménager ça. La 307 n'est absolument pas adaptée pour transporter les vinyles, je vous confirme. T'es parti de Strasbourg pour aller habiter à Nice. Non, mais il y a quand même 30 jours à faire. Ouais. Et toi, ONG, comment ça se procède de ce côté-là? Alors moi, au début, j'en ai pas mal aussi, hein, malgré que il y a une partie ici derrière moi, mais j'en ai un peu pas mal qui sont un petit peu étalés dans la salle principale. Disons que moi, je les range par ordre alphabétique, parce que je peux pas les ranger par groupe ou par style de musique ou tout ça, parce qu'en fait, ça me changerait toute ma vision et j'arriverais pas à gérer le truc. Donc, j'ai préféré dès le départ de les mettre en attendant de changer de style, de rangement. Donc, j'ai préféré les ranger par ordre alphabétique. Tout ce qui est album, ben, je les mets ensemble, quoi, par ordre alphabétique. Et pareil pour les maxi. Pour les maxi, je les mets au fond là-bas par ordre alphabétique. Et tout ce qui est compilation, et tout ce qui est BO, ben, je en vrac dans une case. Je sais où il y a les BO, je sais où il y a les compiles, donc j'ai juste à fouiller et puis je ressors de là-dedans. Et pour les petits 45 tours, ils sont tous derrière dans un petit meuble. Ils sont rangés comme ça, mais pas par ordre alphabétique. Hein. C'est impossible que je le fasse parce que ça manque de place. Chez moi, c'est très petit, donc je peux pas trop faire ça. J'en ai à peu près entre 2500 et 2800 vinyles quand même. Ça fait quand même un sacré paquet. Ouais, ça monte vite hein, avec les grands, les petits, les maxi. Hein, voilà. Donc tout réuni ensemble, ça fait une sacrée collection, on va dire.
Alors, dans les questions que vous nous avez soumises ou que l'on a retenues pour cette rencontre, il y en a une qui est, je dirais, un petit peu la suite du retour du vinyle, dans la mesure où il a jamais disparu, mais il a repris du poil de la bête et est devenu peut-être aussi un objet de mode. On a vu apparaître des labels ou des maisons qui se sont spécialisées dans le vinyle, mais qui n'ont pas les catalogues, c'est-à-dire qu'ils doivent négocier avec des tiers pour obtenir des tirages, et ils jouent énormément sur les présentations, les séries limitées. Alors, dans les noms, je veux dire, ceux qu'on va donner sont en guise d'exemple, mais il y en a d'autres. Il y a Music on Vinyl, Mondo, The Sun on Vinyl, etc. Et apparemment, chacun d'entre vous avait envie de parler un petit peu de ce genre de société, bon ou mauvais côté, avec des catalogues qui font rêver, ou bien à un moment on se dit on en a vite fait le tour. Et en complément de ça, vous aviez déjà demandé il y a 2 émissions, c'est qu'est-ce que vous aimeriez voir réédité, et est-ce que ce genre de maison va peut-être un jour pouvoir répondre à vos aspirations. Alors, c'est une question à charnière, mais à mon avis elle risque d'intéresser passablement de gens. Alors qui se lance? Moi je veux bien commencer parce Vas-y, Laurent. Un avis assez tranché sur ça. Alors, c'est mon avis et je le partage. Je juge pas ceux qui sont pas de mon avis, hein, au contraire. Hein, voilà, donc c'est le petit préambule. Moi, je considère que le vinyle, c'est un objet qui répond à une époque. Et que écouter du vinyle aujourd'hui, d'un artiste d'aujourd'hui, c'est génial, mais pour moi, c'est comme si tu achetais une voiture de collection des années 30 qui a été fabriquée aujourd'hui, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, un vinyle, il est fatalement ancien. Il est des années, au pire, 80, 90, quoi. Tout ce qui sort aujourd'hui, pour moi, n'a pas un intérêt patrimonial, il a un intérêt musical, un intérêt objet, mais il n'a pas un intérêt patrimonial. Et moi, sans cet intérêt patrimonial, ça me touche beaucoup moins. Et encore une fois, je ne juge pas ceux qui achètent des vinyles d'aujourd'hui. Voilà. Ouais, sans doute. Il n'y a aucun jugement. Hein, c'est juste mon ressenti à moi. Et autre chose, c'est que la plupart des vinyles qui sortent aujourd'hui, ils ont été enregistrés de façon numérique. Et le support, c'est un support qui est mécanique, analogique. Donc, on n'a pas du tout le grain du vinyle qu'on pouvait avoir il y a quelques années encore, quoi. Donc, pour moi, la question ne se pose pas. Tous les vinyles qui sortent post-1990, j'y trouve pas d'intérêt. Alors, on m'en offre. Parfois, j'en vois un. Je me dis, tiens, celui-là, il est sympa. Ça peut m'arriver d'acheter un vinyle d'aujourd'hui. De craquer, ouais. Ouais, ça peut m'arriver. Mais il me donne pas autant de satisfaction que quand j'en trouve un à 50 centimes dans une caisse qui date des années 70 ou quoi. Donc pour moi, toutes ces boîtes-là qui émergent, etc., tant mieux si elles existent et tant mieux si ça donne du plaisir à des gens qui se mettent au vinyle, etc. Personnellement, ça ne me touche pas. Et en termes de réédition, je vais dans le même sens, c'est-à-dire que pour moi, je m'en fous qu'un album soit réédité, puisque j'ai aucun... pour moi, je ne suis pas à avoir l'objet originel, la pochette originale et les trucs, je m'en fous un peu. Moi, ce que je veux, c'est avoir juste un objet qui répond à une époque, quoi. Voilà, donc voilà, pour moi, c'est une question qui n'a pas vraiment lieu d'être. Mais encore une fois, ce n'est pas un jugement, hein, c'est mon ressenti. Non, mais c'est ça l'idée, justement. Alors, Cyril, comme ça, je crois qu'on va avoir un autre point de vue, à mon avis. Ouais, parce que si on devrait prendre, par exemple, Music on Vinyl, moi, je suis vraiment très, très, très surpris, parce que déjà, il y a une qualité. Vous prenez, par exemple, le premier album de Madame Tolkien. Qui aurait pu croire qu'aujourd'hui, je veux dire ça, celui-là, il est sorti il y a 3 mois. Music on Vinyl a décidé de rééditer tous les albums de Tolkien, enfin tous. Pour l'instant, il y en a 2 qui sont sortis. Le 3e, il sort à la fin du mois, là, le 25. Mais ils les ont sortis avec une super pochette laquée, dans lequel c'est des vinyles de couleur, quoi. Hein. Mais là, j'ai été vraiment surpris qu'ils aient ce catalogue, alors que ça n'avait jamais été réédité depuis, quoi. Voilà, on a un vinyle tout blanc. Hein. En l'écoutant, franchement, la qualité, elle est plus que bonne. Hein. Franchement, je suis merveilleusement surpris parce que j'espère, moi, personnellement, qu'ils vont sortir au-delà du 6e album parce que il n'y a eu que 7 albums sur 12 qui sont sortis en vinyle. Donc, j'espère que Music on Vinyl va aller jusqu'au 12e album et nous proposer en fait un premier pressage pour les 5 derniers albums qui sont sortis à l'époque. Voilà, j'ai les 2 premiers albums. Si je prends par exemple, ils ont fait aussi du Wishing Temptation. Tu vois, la pochette elle est magnifique, sachant que Wishing, en plus cet album-là,
il n'existe pas en vinyle noir. Il existe qu'en vinyle clear. Si je le montre vite fait, c'est aussi le but hein, de montrer des vinyles. Voilà, un très beau vinyle clear. Franchement, c'est magnifique, quoi, tu vois. Et il n'est pas sorti en noir, tu vois. Donc je me dis qu'il y a certaines structures qui ont la possibilité de pouvoir sortir des vinyles que les grandes enseignes ne sortent pas finalement. Tu vois, comme Universal qui ne veut pas forcément sortir du Toki d'un nouveau. Enfin, je sais même pas si c'est eux qui ont le catalogue. Mais après, tu as d'autres enseignes. Alors, celui-ci, je ne sais pas d'où ça venait. Je l'ai trouvé à la Fnac. C'est le Matrix édition Green. Double vinyle. Et encore celui-là. Ouais, alors celui-là, il est sympa. Bon, voilà, il est vert. Mais ce qui est sympa, si j'arrive à le mettre correctement, on va essayer de faire le reflet pour que vous arriviez à voir. Voilà, il y a Neo et Trinity en relief. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, je l'avais présenté en fait dans ma dernière vidéo arrivage. Je suis tombé dessus tout à fait par hasard, quoi. Et moi, je trouve que quand il y a des structures comme ça, comme Mondo ou Music on Vinyl ou Back to Black, c'est ça que tu avais dit, UNG Ouais. Ben, moi j'aime bien parce qu'ils font des putains d'artwork, excusez le terme. Ils font de très très beaux vinyles. Et au niveau de la qualité, même sonore, c'est tip top, quoi. Voilà. Je vais pas tout vous montrer, mais voilà, j'en ai quand même quelques-uns. Voilà. C'était juste pour ça. ONG. Alors moi, par rapport à Music on Vinyl, il faut savoir une chose, c'est que Music on Vinyl travaille avec plusieurs majors. Ils ne travaillent pas juste avec un seul. Ils travaillent avec Sony, comme ils travaillent aussi avec Universal. Donc, c'est avec l'autorisation de ces majors qu'ils arrivent à rééditer des vinyles à très bonne qualité d'ailleurs, parce qu'ils font des superbes pochettes. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et la qualité de son, c'est vrai qu'elle est excellente, quoi. Contrairement à Back to Black, maintenant ils sont améliorés. Hein. C'est vrai que Back to Black au départ, c'était trop. On sentait que c'était du CD, quoi. C'était pas top. Là, je pense qu'ils ont compris que le truc que les gens, les collectionneurs et les gens qui achètent des vinyles n'ont pas du tout apprécié la première période de Back to Black. Et aujourd'hui, je trouve qu'ils s'améliorent. Après, c'était quoi déjà l'autre question? Un album que je voudrais. Que tu souhaiterais voir réédité si ce n'était pas le cas, oui. Alors, il y a certains albums, c'est vrai que dans les années 90, il y a eu un arrêt total des pressages, enfin, un arrêt total, je dirais, des albums, quoi, hein, des vinyles, sur des albums style, je prends un exemple tout con, Holder, de George Michael. Celui-là, il a été édité à l'époque en 96. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il coûte une blinde. Je vais pas payer 300 balles un album alors que je peux le trouver à 25 € quand il sera édité. Voilà, ça c'est un album qui devrait être réédité. Mais donc après, il y a eu toujours cette guéguerre entre Sony et Virgin. Donc à l'époque, c'était Virgin. Donc là maintenant, Virgin, ça a été racheté par Universal. Donc vous voyez, donc il y a toujours ce truc-là. Alors, on espère aujourd'hui que Universal va nous rééditer ce fameux album de George Michael, Holder. Et voilà, mais il y a des albums comme ça que, ouais, c'est vrai que. Justement, ONG, par rapport à ça, là, je te coupe, mais c'est pour que tu puisses justement t'exprimer par rapport à ça. Le fait que cet album il soit relativement rare et relativement intéressant à posséder ou à trouver, et c'est pas ma mentalité, mais pourquoi pas. Est-ce que le fait d'en rééditer plein à 25 balles, est-ce que c'est pas lui faire perdre de sa valeur à cet objet? Tu vois, c'est comme si la Tour Eiffel, s'il y en avait 40 000 dans le monde, est-ce qu'elle aurait la même saveur, tu vois? Non, mais après, tu vois, ils peuvent très bien l'éditer en édition limitée, tu vois, avec un packaging qui est correct et qui vaut le coup de l'acheter, en fait, tu vois. Et non, parce que c'est vrai que cet album-là, c'est pas facile à le trouver. Il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y a pas eu de pressages qui ont été faits sur cet album de George Michael. Et c'est vrai que moi, personnellement, je ne serais pas contre qu'il réédite celui-là. Après, ça dépend des maisons de disques, bien sûr. Sinon, il y a autre chose. Il y a un blanc là. Non, c'est peut-être moi. Alors, je vais continuer. Le principe. Ah, pardon. Tu avais terminé? Peut-être, je sais pas. Non, je pense que tu avais terminé, que je n'ai pas enchaîné, tout simplement. Il faut que je me réveille. Ouais, je disais, le point de vue de musique antique, je le trouve vraiment intéressant et je pense que inconsciemment, j'ai aussi ce côté-là de choper plutôt le vinyle d'époque parce que je préfère l'objet d'époque.
Mais pour autant, il y a des albums où je sais très bien qu'il faut que je chope la réédition à cause du prix. Tu vois, là, je te rejoins. Et c'est pas du snobisme hein, de faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est là tu veux l'objet originel, tu te la pètes et tout ça. C'est pas du tout ça. C'est plus que un objet, c'est une époque. Et moi, ce que je recherche, c'est comme un instrument. Tu vois, moi, je joue de la musique et un instrument quand il est de 1930 ou si c'est un truc que tu achètes à Leclerc aujourd'hui, ben, ça a une âme quoi. Et moi, ce que je recherche, c'est que cet objet, il ait une âme. Et pour moi, c'est important. Et encore une fois, aucun jugement dans ce que je dis. Hein. Je comprends qu'il y a des gens qui achètent des rééditions. Hein. Mais après, les rééditions, quelque part, les rééditions, moi, je dis un truc, c'est que actuellement, ça n'a pas trop de valeur, ça n'a pas d'âme, mais va savoir d'ici 40 ans que. Cyril. Peut-être que ça aura une âme aussi. On dira peut-être la même chose par rapport à ces vinyles-là, tu vois. Ouais. Pardon, on t'a coupé. Désolé, André. Ouais. Non, mais de toute façon, je dis ce que je veux, donc c'est pas grave. Désolé, je pouvais pas m'en empêcher. Ouais, on en était où? Donc, ouais, moi, je suis plutôt à la base. Pardon? Je disais que c'était pas du snobisme. Non, bah, moi non plus, c'est pas du snobisme. Ouais, il y a un côté dans l'objet d'époque aussi, tu sais, même les pochettes intérieures qui parlaient de. J'en avais une il n'y a pas longtemps qui vantait le disque quadriphonique. Quand tu as ça dans une pochette intérieure, je trouve ça super intéressant. Ça, c'est des petits trucs qui étaient dans les pochettes d'époque, tu trouves pas actuellement, ou les catalogues. Ouais. Où tu as la discographie incomplète de l'artiste parce que ben, c'était jusqu'à ce moment-là. Tu as des petits trucs comme ça qui sont complètement perdus dans les éditions actuelles. Et après, ben, comme tu l'as dit, Musique Antique, c'est actuellement, quand on va ressortir un album, on va le remasteriser numériquement, on va lui donner un meilleur son. Alors, j'ai des albums, franchement, ils sonnent super bien dans la réédition. Mais c'est vrai que si tu veux écouter le vinyle pour avoir un peu le son d'époque, entre guillemets, c'est pas en achetant un pressage actuel que tu vas l'avoir. Vu que tu vas avoir un traitement, même s'il va le rendre meilleur, tu vois, mais c'est pas pareil, quoi. Et après, pour revenir... Oui. Excuse-moi André, vas-y, continue. Ouais, je voulais juste dire, bah justement, j'ai enchaîné avec ce que toi tu disais sur Music on Vinyl. Je crois que c'est vraiment une firme où je fais confiance, où je sais que je peux acheter les yeux fermés leur réédition. Par rapport aux autres, eux, voilà, pas de déception, même dans la fabrication, tout est nickel, quoi. Mais moi, j'aimerais intervenir, Laurent, si tu me le permets. Tu prends dans les années 90, il y avait énormément d'albums d'artistes qui n'ont jamais été édités en vinyle, que ça sorte aujourd'hui, parce que déjà, il y a la vague du succès du vinyle qui revient, c'est un balance et revient. Moi, je pense que, comme là, je disais, Modern Talking, ça a été réédité. J'espère qu'ils vont faire les 5 derniers albums, parce que justement, ils sont jamais sortis en vinyle. Entre 99 et 2003, il y a eu quand même 5 albums qui n'ont pas eu le droit à un support vinyle. Et moi, j'aimerais l'avoir déjà pour la beauté de l'objet, mais aussi pour la qualité de son. Et je sais qu'en Allemagne, ils sont doués pour faire de l'excellente qualité de son, quoi. Donc, j'espère que Music on Vinyl va continuer. Et puis, il y a des bandes originales de films qui sortent, que ce soit chez Mondo ou Music on Vinyl ou même Back to Black. Moi, je trouve que la qualité, elle est là, quoi. C'est tip-top, quoi. Parce que des fois, il y a certaines versions qui sortent aujourd'hui qui sont légèrement différentes au niveau de la setlist. Il y a des titres inédits qui sont rajoutés, qui n'ont pas été édités à l'époque et qui sortent aujourd'hui, c'est une exclue. Et moi, je trouve que c'est cool, quoi. Non, mais je comprends tout à fait ton point de vue et il est tout à fait honorable. Et effectivement, quand tu es passionné par un groupe, c'est normal d'avoir envie de posséder les objets, tout ça. Et pour moi, c'est recréer Jurassic Park, tu vois. Les vinyles, ils ont pas existé. Pourquoi tu veux qu'ils existent? Enfin, là, je comprends parce que tu vas avoir l'objet, etc. Mais moi, par rapport à mon point de vue, cet objet, il n'existe pas. Donc, je vais pas vouloir quelque chose qui n'existe pas. C'est un peu comme Jurassic Park, tu vois. Tu essayes de recréer à partir d'un truc quelque chose qui n'existait pas. Et pour moi, c'est presque mentir, tu vois. C'est presque un mensonge. Mais en même temps, je comprends tout à fait ton point de vue et je le trouve tout à fait honorable et respectable. Hein. C'est pas du tout un jugement, encore une fois. Mais moi, c'est vrai que je recherche la valeur patrimoniale. Alors évidemment, je recherche la musique avant tout. Hein. Ma première envie, c'est musical. Mais par contre, si je peux associer en même temps un objet qui soit joli et patrimonial, là, c'est le grand chelem, tu vois. Si c'est pour avoir un objet qui n'a aucune vie, parce que je considère que les vinyles d'aujourd'hui, ils auront peut-être une vie dans 50 ans, tu vois, mais quand tu l'achètes à Leclerc, ça m'arrive plein de fois d'aller à Leclerc ou dans un magasin de grande surface,
de voir des vinyles, d'être attiré comme une mouche sur le miel, tu vois, et de me dire, waouh, putain, celui-là. Puis après, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est des trucs, c'est des trucs neufs qui ont aucune vie, tu vois. Pour moi, je préfère encore une fois acheter un truc à 50 centimes ou 10 centimes dans un vide-grenier tout pourri avec des taches, avec marqué a appartenu à Rodolphe en 1976, que d'acheter un truc tout neuf à Leclerc. Mais encore une fois, c'est mon point de vue. Hein. En complément à ce qu'on vient d'échanger, sur l'une de ces plateformes, j'ai été regarder un petit peu quand vous avez soumis la question, et j'ai vu que sur l'une d'entre elles, il y avait par exemple un album d'un artiste que je suis, parce que j'ai quelques vinyles de lui, c'est Johnny Guitar Watson, et là où j'étais un petit peu emprunté, c'était d'essayer de savoir sur quel master ils avaient travaillé, puisqu'à l'époque c'était sorti en vinyle, donc quelle était la bande de base qui a permis de faire une réédition. Et là où il y a ce petit côté, on l'a déjà évoqué, mais c'est bon de le souligner à nouveau, l'aspect marketing, où dans le contenu du vinyle, on retrouve les 12 titres de l'époque, mais on y a rajouté 2 remixes qui n'avaient pas été mis sur le marché en son temps. Donc en fait, on t'amène à faire une petite bascule du style où je l'ai déjà, ou par curiosité, au moins il existait en vinyle et j'aimerais le comparer. Et ça t'incite aussi à se dire, ah bah attends, il y a quand même 2 versions. Quand tu es un petit peu accro à la chose, tu n'es pas insensible à cet aspect. Mais pour autant, tu sens que ça devient une démarche et non pas juste une question d'éditer un vinyle sous un nouveau format ou dans une nouvelle technologie. Enfin là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'avais aussi un truc, c'est vrai que je voulais le dire et j'avais un peu oublié. Faut pas oublier qu'actuellement, le CD se casse la gueule, le streaming ne rapporte pas grand-chose et j'ai aussi un peu l'impression que les majors réédite le catalogue en vinyle ou par l'intermédiaire de Music on Vinyl, mais je veux dire, il touche aussi derrière, qu'il y a aussi un intérêt commercial. Il y a plein de choses qui sont rééditées. Quand je pense à la fièvre du samedi soir rééditée en vinyle, j'ai vu une compilation de Sardou rééditée en vinyle. Bon, les Karen Cheryl, on les trouvera pas parce que elle est contre les rééditions. Non, mais je veux dire, il y a des choses qu'on a rééditées, même les Jean-Michel Jarre, on les trouve en brocante très facilement. Oui. Et je me suis dit, rééditer ça, je veux dire, qui a envie de dépenser même 15 € pour un vinyle comme ça, alors que dans n'importe quelle brocante, on les trouve très facilement pour 2-3 € en très bon état. Et là, on a le pressage d'époque, en plus. Donc, il y a aussi quelque chose qui me dérange parfois dans ce que moi j'appelle les rééditions inutiles, quand on les trouve en brocante. Mais après, il y a peut-être aussi un public qui ne va pas chercher en brocante ou qui ne va pas chercher en bourse au disque et qui ne va qu'acheter qu'en neuf, quoi. Vous qui avez déjà eu l'occasion d'acheter auprès de ces maisons, justement, est-ce que dans la pochette, il y a les informations sur le master, l'origine, ou bien les studios dans lesquels ils auraient retravaillé, ou bien non, tu peux chercher tant que tu veux, c'est absolument pas l'élément sur lequel tu vas pouvoir obtenir plus de sources, quoi. Pas nécessairement. Ouais, d'accord. Il y a pas longtemps, il y a un truc qui m'avait choqué quand j'étais chez mon disquaire, un sticker où c'était marqué qu'il y avait eu un mastering spécial vinyle qui avait été fait pour, je crois que c'est un Alice Cooper. C'est marqué mastering spécial vinyle, en sticker dessus. Et je me suis dit, c'est horrible de devoir préciser qu'ils ont fait un mastering spécial pour le vinyle. Oui, c'est un non-sens, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. De dire ça, c'est comme si tu achètes un paquet de pâtes et c'est marqué comestible par les humains. Voilà. Pour moi, c'est la même chose, quoi. Ça veut dire, ok, ben. En fait, tu peux bouffer, quoi, tranquille. Ouais, voilà. Une question qui revient aussi souvent, et alors vous avez certainement tous votre petit secret, là aussi je crois qu'André avait beaucoup travaillé le sujet en plusieurs épisodes sur sa page, c'est quand vous achetez en vide-grenier, en bourse au disque ou autre, parfois les supports sont dans un état pas toujours évident, donc il faut leur redonner un petit peu du lustre. Pour dire les choses. Donc chacun a sa manière de procéder. Vous, d'une manière générale, c'est la méthode la plus simple, ou bien j'ai un processus tellement sophistiqué que j'ai même pas envie d'en parler parce que c'est mon secret à moi et je ne vous donnerai pas le liquide vaisselle que j'achète ou Dieu sait quoi. Alors comment vous procédez, ou bien passons à autre chose, les enfants, chacun fait comme il veut. Bah, disons que moi, c'est grâce à André déjà, hein, parce qu'au début, avant que j'ouvre ma chaîne YouTube, bah, c'est une des chaînes que je suivais en premier temps, parce que moi j'avais des vinyles, mais je dis putain, comment on fait pour nettoyer, comment on fait nettoyer les pochettes et tout ça. Et c'est vrai qu'André m'a donné des astuces avec l'eau écarlate,
Alors, surtout sur des pochettes brillantes, hein, parce que va pas mettre ça sur une pochette qui est assez. Voilà, donc et du coup, ben j'ai écouté ses conseils, même avec l'Ajax, hein, pour nettoyer les vinyles. Tu as perdu les 2 tiers de ta collection. Ah non, même pas. Non, je rigole. Ah non, ils sont bien là. Grâce à André, ben, j'ai trouvé la tactique. Et bon, c'est vrai qu'au début, avec l'Ajax, je dis peut-être pas en abuser de trop, quoi. Donc après, avec un. Et c'est l'Ajax Amsterdam qu'il faut prendre. Hein. Si tu prends d'une autre ville, ça marche pas. Et du coup, j'ai essayé ça et puis franchement, j'ai pas eu de problème. Merci à toi, André, pour tes conseils. Après, tu as plus. Il y a aussi des autres techniques. Hein. Bon, il y en a plein des techniques. Pour nettoyer avec de l'eau déminéralisée, tu mets un peu de vinaigre blanc. Enfin, qui font des mixtures incroyables pour nettoyer leur vinyle. Et il y en a même qui utilisent carrément on appelle ça, d'espèce de colle. Alors, la colle à bois. Jamais essayé. Mais la colle transparente aussi, auquel tu peux mettre dessus, et puis tu laisses sécher 24 heures, je crois, et puis après tu enlèves, ça te fait un sillon, pareil, comme une Matrix en fait. Ça va faire drôle d'effet. Mais j'ai écouté les conseils d'André, et puis jusqu'à aujourd'hui, je les utilise, et puis j'ai pas de problème particulier. André, vas-y, en complément. Oui, il y a plein d'autres techniques. J'en ai essayé d'autres. J'ai essayé la colle à bois justement. Pour moi, ça n'a pas bien marché parce que quand on essaie de redécoller, en fait, s'il te reste un petit bout de colle sur le disque, c'est pire. Ouais. Voilà. Donc, j'ai pas choisi la bonne colle à bois. Qu'est-ce que j'ai encore tout essayé? Il n'y a pas longtemps, on m'a donné l'astuce avec un shampoing, visiblement, et un petit additif, et il paraît que ça fait vraiment des miracles. En fait, je suis toujours en train de chercher d'autres méthodes quand même pour essayer de compléter la méthode juste du produit à vitre. Parce que c'est bien pour relever le gras et la surface du disque. Mais dans le sillon, vraiment au fond, la poussière, il faudrait un autre truc. Mais franchement, cet été, j'étais à 2 doigts de m'acheter une machine à ultrasons. Ça, il paraît que c'est relativement efficace. Par contre, ça a des chiens dans le quartier, par contre. Ils se démerdent. Voilà. Quoi, ça fait du bruit ce truc-là? Oui, mais tu ne l'entends pas, toi. Non, mais c'est au moins 40 000 Hz, donc ça va. Cyril. Bah alors moi, dans la machine à laver. Je voulais donner l'astuce du lave-vaisselle, mais j'ai arrêté. Hein. Non. C'est-à-dire que déjà d'emblée, moi, quand je suis dans des vides-greniers ou des bourses aux disques, je vais pas acheter des vinyles qui sont tout déglingués. Même la pochette, je fais super gaffe. J'aime pas les pochettes qui sont abîmées. Je supporte pas ça. Moi, j'aime l'objet qui est assez neuf, même ancien soit-il. Et comme j'utilise la platine de mon père, qui est plus vieille que moi, quand mon père a acheté la platine, il avait cette petite boîte avec voilà. Et le truc, c'est que pour nettoyer le vinyle, il avait cette petite brosse là. C'est un truc tout doux. Tu mettais une petite goutte de flotte là-dedans. Et en fait, tu passais sur ton vinyle, en fait, tu passais comme ça dessus pour nettoyer. Tu vois. Et puis ça enlevait vraiment toutes les poussières. Il y avait même le petit système pour nettoyer le diamant. Ouais, c'est tout bête. Hein, voilà. Et même pour prendre les vinyles, il y avait ce petit truc. Une pince. Tu chopes les vinyles avec ça. Tu vois. Tu chopais et voilà. J'utilise ça, quoi. Mais après, moi, je me demande, est-ce que le dentifrice, ça pourrait éventuellement marcher? Pour le CD, oui. Pour le CD, ça rebouche les trous des rayures, mais pour le vinyle, j'ai un peu peur. Voilà, ça va boucher les sillons, là. Écoute, tu t'achètes un Michel Sardou ou un truc dans ce genre-là et tu fais l'expérience avec. De toute façon, il y en a assez sur le marché. Hein. Ouais, même du Dev ou du Anicordi ou des choses comme ça. Vous êtes méchant. Ouais, je lui dirai à Dev quand je le vois. Non, mais il faut prendre un disque. Non, mais vous prenez un disque pas très rare en brocante que vous payez 50 centimes, vous faites l'expérience avec, quoi. Et toi, Laurent? Fais-le sur ton dernier Mylène Farmer pour voir. Jamais. Du signal bifluoré, tu vas voir, c'est mieux. Ça marche mieux. Si tu veux rajouter du groove, tu essaies le dissolvant.
Je te jure que ton disque sera transformé à tout jamais. Tu l'entendras plus jamais de la même manière. J'ai essayé, hein, j'ai essayé quand j'étais ado. Sinon, moi j'aime bien les vinyles Patrack. En fait, encore une fois, ce qui m'intéresse dans cet objet, c'est le fait qu'il ait vécu. Donc, fatalement, s'il a vécu, il n'est pas neuf. Il a des coins un peu pliés. Il a de la poussière, des traces de doigts, etc. Donc, moi, au contraire, c'est plus cet objet que je recherche parce qu'il a une vie. Et sinon, pour les nettoyer, je crache dessus avec le rebord de la veste. Je mets un petit coup comme ça et ça roule. Alors, après, j'utilise tout simplement du produit à vitre pour dégraisser et puis rafraîchir un peu, enlever la poussière, etc. Puis après, avec un chiffon doux, je passe. Surtout à conseiller à nos auditeurs et viewers de bien faire sécher le vinyle une fois qu'il a été mouillé. Parce qu'après, ça peut abîmer évidemment le diamant quand on passe avec. Donc, bien faire sécher, attendre un petit peu, voilà. Il existe aussi des machines rouleaux qui nettoient. Ça, je sais pas ce que ça donne, mais j'ai entendu beaucoup de bien de ce genre de choses. Moi, perso, franchement, j'ai mon petit truc à vitre, un chiffon doux et basta causette, quoi. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est quand ça craque, quand ça saute et tout. Donc, voilà. Une question. Et je parle pas de mes relations sexuelles, je parle évidemment de musique. Hein. Ah, mais on sait ça, permis, tu nous connais, Laurent. Bon, en même temps, comme tu disais, il faut mettre des photos pour illustrer les émissions. Non, je ne peux rien vous montrer parce que je suis chez ma maman, donc j'ai pas tous les. Pas pour la prochaine fois si vous me réinvitez. Une question aussi, évidemment, parce que je sais qu'on en parle beaucoup quelque part avec cette notion de fermeture des commerces qui ne sont pas non essentiels. Donc, chacun d'entre vous, à un moment, a une pensée pour son ou ses disquaires, le souci des achats sur les plateformes, mais en même temps, on va pas se mentir, il y a des choses qu'on trouve sur les plateformes et qu'on n'aura pas obligatoirement chez son disquaire. Donc, un petit peu, tout ça, comment ça se gère aujourd'hui et surtout, comme vous connaissez vos disquaires, vous avez eu l'occasion de les rencontrer, ils se prennent la tête, ils se tirent les cheveux, ils se disent je vais peut-être pas pouvoir rouvrir d'ici la fin de l'année. Et en plus, novembre et décembre, pour la majorité des commerces, c'est le moment où on fait une partie du chiffre. Donc, qu'est-ce que vous avez comme retour en fonction de la région où vous vous trouvez en plus? Moi j'ai mes petits disquaires, ils ont plusieurs solutions. Donc, ils sont effectivement fermés. Sauf qu'ils vendent et qu'ils font du click and collect ou je ne sais pas comment on peut appeler ça en français. Donc, c'est-à-dire qu'on peut très bien acheter des vinyles chez eux et venir le récupérer. Donc, le magasin est semi-ouvert, on va dire. Il y a cette solution pour la plupart d'entre eux. Sinon, il y en a beaucoup qui ont mis leur collection sur des réseaux comme Discog ou ailleurs et qui vendent, entre guillemets, par correspondance. Avec soit la possibilité de faire un click and collect, soit un envoi. Donc pour eux, ça change un peu parce qu'il n'y a pas l'achat impulsif du gars qui passe devant et qui se dit tiens, pourquoi pas. Mais les aficionados continuent à acheter de façon normale et compulsive, on va dire. Donc ça change beaucoup de choses. ENG, comment ça se passe dans ta région? Puis c'est peut-être aussi l'occasion de dire un ou deux mots sur Vinyl Star. Est-ce que dans la situation actuelle, tu vois plus de trafic justement? Parce que c'est une des échappatoires sans rentrer dans la notion des grandes plateformes. Alors, c'est vrai qu'ici, dans le Morbihan, enfin surtout à Vannes, là où j'habite, il y a juste un seul disquaire. Il y en avait deux. Il y en a un qui a fermé, qui s'appelait le Bocal. Le Cosmonaute aujourd'hui, il est ouvert, il est toujours ouvert, mais bon, là, il est fermé actuellement juste à cause de la situation sanitaire. La plupart des disquaires, comme disait André, Musique Antique, ils le font surtout par Internet. Maintenant, c'est plus par Discogs ou des ventes sur eBay. Éventuellement, il y en a beaucoup qui le font, ou sur CDNLP, voilà. Et puis sur la Vinyl Star, alors j'ai créé aussi la Vinyl Star Shop. Ça permet aussi des gens à acheter des vinyles pour pas cher, justement parce que nous on est 5 administrateurs là-dedans, que je salue au passage. Et en fait, il y en a qui vendent, il y en a qui arrivent à vendre des vinyles pour pas cher. Je me rappelle encore de cette boîte shop. Tu devrais peut-être dire par où on peut vous trouver, parce que peut-être les gens ne le savent pas. Oui, alors dans ces cas-là, le lien sera peut-être sous la vidéo,
où je vais donner le lien à Bernard pour qu'il puisse le mettre en plus. Via Facebook. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, c'est un groupe de Facebook, Lunistar. Voilà, ça n'avait pas été dit. Et sur inscription. Et ouais, parce qu'il y a une charte à signer et puis il faut répondre au questionnaire. Donc, sinon les gens ils rentrent pas. Sinon c'est Moulin Rouge. Hein. Tout le monde rentre là-dedans, fout le bordel, c'est déjà arrivé. Donc c'est à cause de ça. On a fait un petit peu le ménage là-dessus. Et ouais, ben il y en a qui arrivent à vendre. Hein. Il y a Sebocha qui a acheté du Rammstein récemment et franchement à bon prix. Hein. Au lieu de payer 35-40 €, il a réussi à avoir ça pour 20 balles. Quoi. Donc c'est pour vous dire. Donc quelque part on peut faire des bonnes affaires aussi sur la Vinistar Shop. Ouais. André, dans ta région, comment ça se présente? Enfin, alors non, mais les disquaires strasbourgeois, malheureusement, ils sont pas très bien. Enfin, ils sont jamais allés sur Internet. d'accord. On peut pas acheter. Enfin, c'est toujours été. Faut aller dans le magasin, faut aller fouiller, faut choisir. Et j'ai un petit peu peur pour eux quand même, parce qu'un deuxième reconfinement, voilà quoi. Surtout que moi, je travaille aussi dans une petite boutique indépendante, et pareil, on est contraint de faire du click and collect, de pas faire entrer les gens dans le magasin. Ils ont parfois même du mal à comprendre, les gens. Hein, donc, faut leur expliquer en long, en large et en travers. Non, c'est fini, vous pouvez pas rentrer dans le magasin, quoi. Il y a des gens qui ont du mal avec ça, quoi. Et on doit leur dire, je te rappelle, on est en confinement, quoi. Tu essayes de le faire à ton patron. Non, vous pouvez pas rentrer dans le magasin. Comme ça, après, tu peux branler toute la journée. Non, mais c'est vrai que moi, ça me fait un petit peu peur pour tous les disquaires qui sont restés en fait à l'ancienne, qui n'ont pas informatisé leur catalogue, parce que le problème, c'est que c'est très long d'informatiser un catalogue. Créer un site de revente actuellement, si c'est en indépendant, ça coûte tellement d'argent et ça rapporte pas assez pour le disquaire. Je veux dire, c'est un panier percé. Enfin, ou quelque chose qui va rentabiliser vraiment sur le très long terme, quoi. Je veux dire, il aurait fallu le faire à une époque où se mettre sur une plateforme, genre CD en LP ou Discogs, et eux, comme ils prennent une commission d'à peu près 10% sur chaque vente, plus les frais d'envoi et tout, voilà, quoi. Je veux dire, pour les indépendants, c'est vraiment pas facile, quoi. Donc moi, j'ai un petit peu peur pour eux, quand même. Et est-ce que tu crois que les mecs, ça fait depuis les années 80 qu'ils sont ouverts, je parle pour les plus anciens, les mecs, ils ont traversé des périodes de vaches maigres. Est-ce que tu crois que les 2-3 mois qu'on va passer, même si c'est sûr que ça va être dur, hein, est-ce que tu crois que c'est pire que ce qu'on a vécu dans les années 90-2000? Bah, à l'époque, tu n'avais pas la concurrence d'Internet. Ouais, c'est vrai. Et surtout, c'est pas la deuxième fois dans la même année. Ouais, ça aussi. Tu vois. J'ai l'impression que les vieux bouticots, moi j'ai un bouticot qui s'appelle Armadillo Disc à Toulouse, par exemple. Le mec, il est là, il a toujours été là, tu vois, depuis les années 60, il existe ce type. Et en fait, le mec qui pleuve, qui vente, qui neige, il est là, quoi. Et là, bon, bah, il y a des fois où je suis sûr que pendant 6 mois, il n'a pas vendu un vinyle, tu vois. Et je me dis que peut-être là, avec l'engouement des gens, etc., bon, même s'il ne l'informatise pas, je pense que les gens reviendront et lui. Enfin, je sais pas, hein, je suis peut-être un petit peu trop optimiste, hein, mais j'ai l'impression qu'ils ont vécu des choses tellement dures que ça, c'est vraiment épisodique, quoi. Même si c'est dur, hein, on est d'accord. Hein. Bah, je sais pas. Il y avait beaucoup de disquaires en fait qui ont fait un chiffre 0 en mars et avril. Ou 0 ou demi-mois de mars et le mois d'avril 0. Ouais. Même des boutiques indépendantes d'ailleurs. Donc le problème c'est un chiffre 0. S'ils sont pas locataires, ils ont déjà rien qu'un loyer à sortir. Et il y a le report des charges. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, ils ont quand même des frais. Avoir une entreprise, c'est des frais, quoi. Ouais. Et ce qui fait peur, c'est. Période trésorerie, c'est sûr qu'ils s'en sortent pas, mais. Voilà. Mais une fois dans l'année, la trésorerie peut le supporter, mais une deuxième fois, moi, ça me fait peur, quoi. Cyril, surtout pour ta région. Ben, moi, dans le Grand Est, je pense qu'en plus, André doit sans doute les connaître, puisqu'il y a la face cachée. Il y a Discover aussi, et le troisième, j'oublie toujours son nom, je crois que c'est Globe Up, un truc comme ça. Il y a 3 disquaires à Metz. Sur les 3, il y en a 2 qui font de la commande en ligne, hein, comme Laurent l'a mentionné. Donc Face Cachée et le Globe Up, là, je crois, si je dis
bien correctement son nom, parce que sinon je vais me faire taper dessus. Discover, lui, j'ai vu sur sa page Facebook, il n'y a rien pour l'instant, mais Discover, c'est un disquaire de très très bonne qualité, tout comme Face Cachée, qui tourne très très bien. Il n'a même pas besoin de faire les bourses au disque. Il a toujours refusé de les faire. Mais eux, ils font effectivement ce que Laurent a dit, c'est de la vente en ligne. La preuve en est, c'est que moi, j'ai reçu encore des commandes là qu'il faudra que j'aille sans doute aller chercher. Mais soit ils peuvent te l'envoyer par courrier, soit tu peux aller le récupérer en magasin, mais sur rendez-vous. Donc la boutique elle est fermée, mais eux ils sont encore en train de travailler. Je sais que le premier confinement, ça n'a pas été, bon, ça a sans doute été. Je veux pas parler pour eux parce que je sais pas trop, mais je sais que pour l'instant, bon, la Face Cachée faisait souvent des showcases. Elle organisait souvent des showcases avec des groupes locaux et ça tournait très très bien jusqu'à ce que cette saloperie arrive. Et là, à l'heure actuelle des choses, il y a énormément de gens qui commandent chez Face Cachée, donc j'invite vraiment tout le monde à aller sur la page Facebook de Face Cachée et de voir avec eux, quoi, voilà. Alors sur Genève, on a une petite particularité, c'est que donc on est dans la même situation, commerce dit non essentiel, c'est-à-dire tout ce qui est alimentaire peut être ouvert, le reste devrait être fermé, mais ils ont fait une exception sur le canton où les libraires ont le droit d'être ouverts, donc je te laisse imaginer tous les disquaires qui sont montés au créneau en disant pourquoi eux et pas nous, et avec cette petite ambiguïté aussi, c'est que certains libraires ont un petit rayon musical où on va trouver du CD, du vinyle, et alors on dit, bah, on est en train de travailler à 2 vitesses, donc je vous laisse imaginer les petits achoppements qui ont lieu actuellement. Alors, avant de passer à la dernière question, oui, vas-y, Laurent. Pardon, Bernard, sur ce que tu dis, parce que pour moi, c'est vraiment essentiel. La lecture, oui. Je change totalement par rapport à ça, dans le fait que, pour moi, effectivement, les commerces de première nécessité. Ah, on a perdu Laurent. Non, Laurent, tu deviens intéressant là pour une fois. Ouais, recontacte-nous. C'est la nouvelle âme. Et pour moi, c'est aussi important, si ce n'est plus, que. Attends, Laurent, Laurent, stop. Il faut que tu recommences parce que ça a eu. Juste reprendre ton propos, on avait été coupé, tu as été gelé en fait. Alors, bonjour, je m'appelle Musique Antique. À partir de quand je reprends? Depuis le début ou... Depuis le début de ton propos pour les libraires, vas-y. Je disais que moi, je m'insurgeais complètement par rapport à ces fermetures de libraires parce que effectivement, comment dire, la nourriture, c'est essentiel, etc. Mais pour moi, tout ce qui est bien culturel, c'est la nourriture de l'âme. Que ce soit la littérature, que ce soit la musique, les jeux vidéo, voilà, tout ça, les DVD. Je trouve que c'est inadmissible qu'on ferme des lieux culturels. Alors, encore une fois, avec des règles sanitaires strictes et efficaces, etc. Mais je ne vois pas pourquoi on ouvre des grandes surfaces de bricolage, alors que la nourriture intellectuelle, elle est enfin, pour moi, elle est plus importante. Je ne vais pas faire de nivellement parce qu'il y a des gens qui bricolent et c'est leur passion. Mais en tout cas, je trouve que c'est tout autant important. Et c'est la nourriture intellectuelle est peut-être même plus importante que la nourriture tout court, quoi. Donc je trouve que c'est complètement aberrant de fermer des rayons entiers de librairies dans les grandes surfaces ou des librairies encore une fois avec des règles sanitaires bien strictes, click and collect, pas faire entrer un certain nombre de personnes. Enfin, on trouve toujours des solutions. Et c'est inadmissible pour moi. La différence, Laurent, c'est que les magasins de bricolage, s'ils sont ouverts, c'est parce qu'il y a des entreprises dans le bâtiment qui vont se fournir dans ces magasins-là. C'est pour ça, comme eux, ils continuent de travailler, ils ont besoin d'avoir ces magasins ouverts pour pouvoir acheter du matériel. C'est pour ça. Je comprends. Pour moi, il n'y a pas de souci à ce que les magasins de bricolage restent ouverts parce qu'il y a aussi des gens pour qui c'est une passion et c'est vraiment un truc. Moi, je le mets pas. Je trouve que c'est aberrant parce que c'est pas ma passion, mais je le conçois totalement et c'est très bien que ce soit ouvert. Mais je comprends pas puisse pas ouvrir une librairie et un disquaire parce que c'est la nourriture de l'âme, quoi. Bah, on avait comme à 2 points de mesure, quoi. Ouais, on avait le problème justement avec la Fnac qui avait au début du confinement l'autorisation de rester ouvert, vu qu'ils vendaient de l'informatique et que tous les gens en télétravail avaient besoin de l'informatique. Mais ils laissaient les autres rayons ouverts, disques, livres, alors que à Strasbourg, en face de la Fnac, tu as une des plus grandes librairies d'Alsace qui est 10 fois mieux fournie dans tous les domaines et qui, elle, devait rester fermée. Ouais. Voilà. Voilà, c'était la petite aparté, pardon. Ouais. Non, mais c'est très bien. C'est Fnac, en fait, à la base, quand tu regardes bien. Pardon ? Tout a commencé, la polémique a commencé à cause de la Fnac, à la base. Oui. Ouais, tout à fait. C'est pas qu'un agitateur d'idées, alors.
Exactement. Alors avec la situation actuelle, tout le monde a regardé s'il y avait des reports de sortie, etc. A priori, il n'y a passablement de grosses annonces qui ont été maintenues. Tout le monde parle du ACDC qui doit sortir la semaine prochaine, c'est le 13 novembre, hein, sans dire de bêtises. Exactement. Alors je pensais aussi à Cyril, parce que là j'ai vu, mais c'est uniquement en CD, mais comme il est intéressé par l'artiste, il y a un Mylène Farmer qui va sortir le 4 décembre. Tu parles, il est au courant depuis 2011 qu'il va sortir. Alors, En fait, elle lui écrit d'abord avant d'éditer, je crois. Et c'est justement, histoire de... il est d'accord pour qu'elle sorte un truc. Donc, c'est un- Disons que oui, je suis au courant. Déjà, rien que la semaine prochaine, il va y avoir une réédition du Dance Remixes qui date de 92, qui va sortir. Alors, une édition D'accord. Fnac et une édition Universal, sachant que les deux sont les mêmes. Mais les deux auront deux vinyles différents, puisqu'il y a une gold version et l'autre, ça sera un marbré. Donc, effectivement, vendredi prochain, je peux vous l'annoncer d'emblée, il y aura un unboxing de ces deux vinyles qui arriveront chez moi. Et en décembre, avec de la chance, effectivement, il y aura le Maxi 45 Retenir l'eau qui va L'âme dans l'eau, pardon, qui va sortir en Maxi 45, le Best of qui va sortir en triple CD et un coffret collector, mais ça ne sera pas les vinyles puisque les vinyles sortiront en février. Exact. Donc effectivement, j'ai déjà tout commandé, bien sûr. Ouais, j'ai tout Oh, bah commandé. alors on est surpris, on est surpris. Et puis je voulais demander à Laurent, sérieux. parce que j'ai vu sur sa page Facebook où tu as parlé d'une web TV à laquelle tu participes qui s'appelle Brain Culture TV. Tu peux nous en dire quelques mots, Laurent? C'est gentil de me donner la parole sur ce projet. Ouais, effectivement, en fait, avec des amis, on a monté une web TV. Donc, elle est en cours là. On va officiellement faire le lancement dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, en fait, c'est tout simplement, au départ, c'était pour s'affranchir un petit peu des plateformes comme YouTube, etc., qui sont un petit peu inévitables. Et nous, on avait envie de s'affranchir de ça, de créer notre petit projet culturel avec plein d'amis YouTubeurs. Donc, il y aura des émissions culturelles. Sur la musique évidemment, sur la littérature, le cinéma, des courts-métrages, etc. Donc plein de youtubeurs ont été sollicités pour me donner la main à la pâte. Et donc ça s'appelle brainculture.tv. Et il y a des émissions féministes, il y a des émissions de cuisine, un peu geek, etc. Et l'idée, voilà, c'était au départ de s'affranchir des plateformes. Malheureusement, quand on a vu le prix du stockage des bon, ben, on va stocker sur YouTube, hein, en fait. Mais bon, voilà, le but, c'est vraiment de s'affranchir de toutes les règles aussi de YouTube qui sont complètement sclérosantes. Par exemple, moi, j'ai sorti 30 vidéos ou 40 vidéos sur ma chaîne et j'en ai 30 qui ont été claimées. Donc, il y a eu des réclamations pour 30 secondes de musique, même pas 30 secondes, 10 secondes de musique que je mets. Et donc, en fait, tout l'argent que je génère ma chaîne va ailleurs, quoi. Ouais. Va à Universal ou à Sony. Donc ça, je trouve ça inadmissible. Alors, le problème, c'est que quand on met de la musique sur YouTube, normalement, on a le droit à la critique, à l'éducation, etc. Il y a tout c'est l'article 15 ou 16, je ne sais plus, de la loi française, mais que YouTube ne prend pas en compte. Donc, Ouais. du coup, on se fait, mes copains doivent se faire aussi claimer de temps en temps quand ils mettent un extrait de musique. Donc tout l'argent que génère notre chaîne part pour d'autres personnes et ça c'est inadmissible. Donc c'était pour s'affranchir un petit peu aussi des règles YouTube qui sont parfois particulières et voilà. Et donc l'idée c'est de proposer de la culture gratuite et des choses diversifiées. Donc tous les jours on va avoir à 20h un programme. De la musique de jeux vidéo, de la critique, des trucs comme ça, mais tout autour de la culture, du féminisme, de l'actualité, de courts-métrages. Voilà, donc ça s'appelle brainculture.tv. Alors, avant de se quitter, le temps passe vite, hein, on est quasiment dans le créneau de 60 minutes, comme quoi on dit toujours faisons attention, mais en plus c'était peut-être un peu plus animé parce que nous sommes moins nombreux en ligne, donc c'est intéressant de comparer par rapport aux précédentes éditions, c'est comme ça qu'on apprend. Puisque chacun est bloqué chez soi, est-ce que c'est du coup un terreau favorable à sortir une ou deux vidéos en plus, ou alors non, on va garder le même rythme, ou ouais, j'ai autre chose à faire, attends, il y a la famille, il y a un tas de choses, donc ça ne va finalement rien modifier, même si on s'enferme et la seule évasion, c'est d'ouvrir la fenêtre. C'est un terreau favorable à prendre 20 kilos, oui. Oh oui. Oui, mais il faut remplir le frigo, Laurent.
André? Je vais essayer. Ouais. J'ai envie de le promettre, mais je sais que le premier confinement, c'est vrai que les crèches étaient fermées, donc je me suis retrouvé avec ma fille et impossible en 1 heure de sieste de faire tournage plus montage de vidéo. Hein, donc, Bien sûr, bien sûr. Et là, pour l'instant, les crèches continuent de tourner. Moi, je vais être en télétravail, donc peut-être. J'ai envie d'y croire. Moi, j'ai envie d'y croire. On verra bien le résultat. ONG pour toi? Bah écoute, moi j'ai déjà posté, alors il parlait de musique tout à l'heure, musique antique par rapport à YouTube. Ben figure-toi que ce matin j'ai fait mon montage pour le unboxing que je dois présenter sur ma chaîne et j'étais interdit au monde entier. Donc j'ai dû couper la musique. J'ai dû mettre juste un petit extrait. C'est un truc de malade. Alors alors en plus le pire c'est que c'est un artiste indépendant quoi. Il fait pas des grosses majeures. Hein. Je me dis ouais bon là ça va passer forcément. Ah ben niente, rien que dalle. Ouais, que dit. Bon alors du coup j'ai dû couper pour refaire. Et du coup là c'est sur YouTube en non répertorié. Et c'est juste avant que je fasse oui parce que je vais organiser un jeu. Je viens d'avoir 1000 abonnés donc je vais organiser un petit jeu. Concours pour les 1000 abonnés avec des lots de vinyle à gagner. Donc, il y aura des questions. Les gens vont devoir répondre. Il y aura un tirage au sort par la suite. Voilà, pour juste le remercier. Et voilà, c'est ce que j'appelle le sens du partage. Cyril? Bah, moi, j'ai déjà quelques émissions en avance. Pas des masses, mais j'en ai quand même quelques-unes. Mais début décembre, avec Alan, on va sans doute en tourner d'autres, de nouvelles, pour la période de Noël. Si on n'est pas en reconfinement, mais voilà, on verra. Mais sinon, comme ça, j'ai des émissions pour finir l'année, quoi. Donc, on avait tourné ça, c'était quand fin du mois dernier, je crois, peu de temps avant le confinement. Donc, pour l'instant, ça va. Puis, pour les unboxings, en général, moi, je suis tout seul. Donc, là, je peux faire des émissions seul quand c'est vraiment spécifique. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, on verra. Voilà, on verra. Et toi, Laurent, tu es toujours un chien fou? C'est l'idée à 8 h le matin, il faut que ça soit sur YouTube à 20 h? Exactement, toujours pareil. En fait, là, moi, c'est un petit peu particulier parce que comme je suis fonction publique, je travaille. Donc, je suis en médiathèque. On est fermé au public, mais on fait du click and collect et on fait aussi plein de choses dans la journée, voilà, comme acheter des collections, ranger, tout ça. Donc, je travaille, donc je suis pas confiné. En revanche, ouais, moi je fonctionne, j'ai toujours fonctionné comme ça, je suis un chien fou, c'est-à-dire que le matin je me lève, j'ai envie, je fais. Il peut se passer 6 mois sans que je fasse rien. D'ailleurs, ma chaîne a un nombre d'abonnés en adéquation avec le fait que je fous rien, parce que ça décroît en ce moment. Je perds des abonnés. Donc voilà. Mais si j'ai une idée qui me plaît, enfin j'ai plein d'idées là en fait. Il y a une sur le beatbox qui doit arriver bientôt, que j'ai plus ou moins écrite. Il y en a une sur la classification que j'ai plus ou moins écrite. Et après, encore une fois, si un matin je me lève et qu'une idée me vient, avec plaisir, quoi. Et en ce moment, je fais aussi beaucoup sur TikTok, où je m'éclate pas mal. Je fais plein d'anecdotes sur TikTok. J'adore. J'adhère à ce truc-là, que je m'éclate avec ça. Et super franchement, c'est top. Donc du coup, je suis sur TikTok et ça marche super. En quelques mois, j'ai eu 15 000 abonnés, je crois. Donc ça marche très très bien. Donc je m'amuse. C'est un format en plus qui me va très bien parce que c'est 1 minute. Court. Donc il y a très peu d'implication. Voilà, j'ai mon idée, je la fais, je la monte en quelques secondes. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, j'ai fait mon TikTok et il est vu par 500 000 personnes. Donc pour moi, c'est très gratifiant par rapport à YouTube où c'est beaucoup plus dur. Alors, je me plains pas parce que YouTube, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai 8500 abonnés, donc c'est énorme pour moi qui suis vieux et provincial. Mais par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup de je suis très invisibilisé par YouTube du fait des claims. Et c'est un peu frustrant, quoi, parce que je sais que je pourrais avoir beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'interactions, même si c'est pas forcément mon goal ultime. Mais c'est dommage de travailler sur des trucs pendant plusieurs heures et puis de voir que finalement ça marche pas trop, quoi. Donc, pour 10 secondes de musique, quoi. Comment? Que ça ne marche pas pour 10 secondes de musique que tu as cité dans le but de servir ta vidéo. Exactement. Ouais. Et puis surtout quand tu sais que ces 10 secondes de musique, elles vont générer aussi à la personne sur qui tu fais de la pub, peut-être des ventes et surtout en tout cas de la pub de connaissances. Gratuite, la pub. Et c'est prouvé que les vidéos YouTube sont plus prescriptrices
qu'autre chose, quoi. Au contraire, on vole pas, on fait de la pub pour les gens dont on parle, quoi. Exactement. On crée une synergie. Mais sur le plan musical, on a eu ça il n'y a pas très longtemps. Si de temps en temps vous naviguez sur la page YouTube de Canal 29, on a mis en ligne un concert de musique traditionnelle avec un groupe qui fait de la musique schwytzoise. Et c'est 1 heure de concert. Ça a été bloqué tout de suite. Donc c'est musique traditionnelle et c'est enregistré par nos soins. Donc c'est même pas une reprise d'un support existant. Et ça n'a pas été accepté. On a dû négocier pour demander à ce que ça soit visible par tout le monde. Donc je dirais même dans cette extrémité-là où on dit c'est de la musique de niche, là aussi il y a quand même des soucis. Comme quoi. Ouais. Écoutez, je vous remercie infiniment. On aura passé 60 minutes ensemble tranquille. J'espère que les gens auront du plaisir à voir cette émission, qu'on leur a donné l'occasion de se vider l'esprit, de trouver peut-être de nouvelles pistes et puis qui sait de vous adresser à chacun d'entre vous des mots en disant dis donc le coup du liquide vaisselle, tu peux m'en dire plus ou que sais-je encore, ou sur le classement alphabétique, on attend avec plaisir que Laurent s'y remette puisque finalement c'est un sujet passionnant et chacun peut l'adapter à sa sauce particulière. Alors à tous, encore merci et on vous souhaite une excellente soirée pour ce dimanche. Merci. à vous. Merci, bonne soirée. Ciao, Et ciao. faites péter la barre des likes. Hein. Ah, on espère, écoute, on espère. Alors, on va enregistrer. Non, appuyez sur le bouton. Voilà.